J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Elias Barnès, le nouveau prince de la mode. Police est là. Ton père a été quelqu'un de marquant. Le successeur de Xavier Legrand avec Marc-André Grondin, Yves Jacques et Blandine Bury. On peut dire d'ores et déjà, vous l'avez certainement remarqué dans votre navigateur ou sur l'appli sur laquelle vous nous suivez, il y a un épisode en plus. Sophie, est-ce que tu peux nous en parler ? Mais oui, j'ai eu la chance de rencontrer Xavier Legrand et Marc-André Grondin pour la promotion du film et on a pu faire une très chouette interview. Sachez juste, et vous allez le voir dans cet épisode, c'est un film qui ne se spoile pas du tout. Donc c'est très compliqué de parler de ce film sans aller dans la profondeur du sujet, sans révéler un twist, un tournant narratif majeur dans le film. Donc ça a été une interview un peu challenge, mais je pense pouvoir dire que Xavier Legrand est sans doute une des personnes les plus cultivées, brillantes, gentilles que j'ai eues en interview. Et Marc-André Grondin, c'était un plaisir de le réavoir parce que c'était la deuxième interview que je faisais avec lui. Et donc je vous garantis que c'est une interview absolument passionnante. Absolument passionnante et sans spoiler, comme le débat qui va nous animer pour le moment. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, on va franchir la limite et on vous préviendra bien entendu. Mais pour le moment, on va faire tout ça sans ne rien raconter de l'histoire et du tournant de ce film. La question que je vous pose pour commencer, je tiens Jusqu'à la garde comme étant l'un des meilleurs films français de ces dernières années, si ce n'est le meilleur. Comment est-ce qu'on fait un deuxième film étant donné qu'il s'agissait de son premier long-métrage? Est-ce qu'il est possible de réitérer un coup de maître? Tout le monde n'y arrive pas. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Simon? Pour moi, c'est une réussite totale. On pouvait se questionner, se demander ce qui allait advenir de Xavier Legrand, parce que, tu l'as dit, Jusqu'à la garde était son premier long-métrage, qui avait été précédé d'un court-métrage qui, lui, était son premier court-métrage. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il avait peu produit, donc c'est pas évident de prendre la succession avec un premier long d'un court-métrage qui a eu une carrière incroyable, de prendre ensuite avec aux Oscars. Absolument, de prendre avec un deuxième long-métrage la suite d'un film qui a bénéficié d'une attention et d'une réception assez miraculeuse. Donc vous pouvez se demander un peu comment ça allait se goupiller. D'autant plus que, disons-le, la promotion du film est relativement timide, qu'il a mis plusieurs années avant de réussir à le mettre en chantier, à le finaliser, finalement à le mettre en scène. Et au final, moi, j'ai découvert une véritable confirmation. Confirmation que Legrand, sans doute parce qu'il a été lui-même comédien et qu'il a travaillé à la mise en scène de théâtre avant d'aller au cinéma, est quelqu'un qui cisèle véritablement sa direction d'acteur, mais la manière aussi dont il filme, dont il situe dans l'espace les corps humains. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose, un art du cadre, de la scénographie, de la théâtralité dans le bon sens du terme, qui est exceptionnel dans ce second long-métrage. Mais je trouve que c'est aussi une pépite d'écriture et que c'est un film particulièrement audacieux parce que, sans spoiler, ce qui risque de beaucoup cliver, aussi bien à cette table que dans le public, c'est que c'est un film qui fait le pari de nous présenter un héros avec lequel on a d'abord de l'empathie, en tout cas ça me paraît évident, mais qui à un moment va faire un choix amoral, ce qui n'est pas pareil que immoral, un choix amoral qui forcément questionne, secoue et qui va avoir des répercussions extrêmement fortes symboliquement comme narrativement au sein du film, et tout ça donne une œuvre vraiment venimeuse, je veux dire vraiment qui distille son poison progressivement, absolument désespéré, quoique, en tout cas très noir, et je trouve d'une maîtrise et d'une puissance froide assez remarquable. Alexis, est-ce que Legrand reproduit, réitère la surprise, le choc aussi qui était Jusqu'à la garde? Oui, je pense. Néanmoins, le successeur, je le dis pour les gens qui nous écoutent, en ce qui me concerne, est un film beaucoup moins facile à réceptionner que Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, c'était déjà quand même un film assez dur, avec des scènes de violence psychologique et de tension qui étaient à la limite du supportable. Mais malgré tout, il y avait quand même... On passait tout le film à se dire « Ok, on est en train de voir un grand film ». Ça ne fait pas de doute. La mise en scène était au cordeau, le montage était impeccable, l'interprétation des acteurs et notamment de Denis Ménochet et de Léa Drucker était absolument stupéfiante. Le climax était probablement l'une des séquences les plus horrifiques et les plus glaçantes que le cinéma français ait jamais produit. Donc on sortait de la salle, on était certes estomaqué par le film, mais galvanisé par le fait que waouh, on vient de voir quelque chose de grand, quoi.
plus compliqué en ce qui me concerne avec le successeur. Moi, j'ai mis au moins 48 heures à le digérer et j'ai passé ces 2 jours dans l'hésitation. Est-ce que le film a réussi à m'attraper et est-ce que le film me raconte quelque chose de fondamentalement passionnant ou est-ce que le film a des problèmes d'écriture? J'étais un peu... J'oscillais entre ces deux faits-là et en fait, je pense que c'est les deux à la fois. Et c'est ça qui m'a réconcilié entre guillemets avec le film et maintenant, j'y repense et je l'envisage évidemment comme un film très réussi parce que je pense que c'est un film qui prend un vrai risque en tant que scénariste. Je pense que Xavier Legrand a pris un vrai risque qui est tout simplement de sacrifier une partie de la cohérence de son récit pour la cohérence de son propos et de sa narration. Et pour moi, la prise de risque, certes, bon, ça dépend de votre sensibilité de spectateur, mais pour moi, elle a fonctionné dans le sens où le film ne serait pas aussi intéressant que ça s'il n'y avait pas ce petit élément qu'on ne peut pas dévoiler, mais qu'on peut, ça dépend évidemment de notre point de vue, mais qu'on peut interpréter soit comme quelque chose de logique et de rationnel, soit comme quelque chose d'un petit peu forcé à l'écriture. Je pense que là, pour le coup, ça dépend vraiment de notre subjectivité. Ouais. Et moi, pour le coup, j'y vois une certaine artificialité, mais l'artificialité débouche sur quelque chose que je trouve tellement intéressant derrière que je suis content que le film l'ait fait. Et surtout, j'ai repensé à tous les films avec lesquels j'ai grandi. Il y en a qui nous font avaler des couleuvres de scénario tellement plus grosses que celle-là. Enfin, le premier Indiana Jones, vous retirez le personnage qui donne son titre à la franchise et c'est exactement le même film. Le personnage n'a aucun impact sur le récit. C'est quand même une faute de scénario terrible, mais c'est pas grave parce que ça n'enlève pas la maestria du film, ça lui enlève pas son rythme, ça lui enlève pas son tempo et son aspect divertissant. Et là, c'est pareil. Le film, certes, à un moment, tourne autour de ce qui peut être considéré comme une incohérence scénaristique. Sauf que ça ouvre un champ des possibles, à la fois dans la mise en scène qui oscille entre le drame, la tragédie, vraiment une tragédie assez théâtrale, et le film d'horreur, et ça fonctionne super bien. Et surtout, ça permet d'avoir un personnage qui devient, plus le film avance, de plus en plus ambigu, de plus en plus opaque, de plus en plus mystérieux, à tel point que ce personnage qui était complètement transparent au début du film devient une totale énigme à la fin. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait du successeur un film très réussi. Je préfère néanmoins insister là-dessus. C'est, comme Jusqu'à la garde, un film assez dur. Allez-y, bien réveillé, bien solide sur les appuis, parce que c'est un film qui va vous travailler longtemps. Oui, je l'ai même précisé à ma mère qui me demande toutes les semaines depuis qu'on fait le podcast qu'est-ce que je vais voir au cinéma cette semaine. Je lui ai dit, je peux aller voir Le Successeur, mais accroche-toi parce que ça tangue et c'est un film très noir et c'est un film très, très sombre. Je trouve que tu verbalises et on va finir le tour de table très bien le noyau ou l'enjeu principal de ce film, à savoir, moi je le dis d'une autre façon, jusqu'où peut-on tordre un scénario pour répondre à son ambition programmatique. Et pour moi, je me suis posé les mêmes questions que toi, mais moi je suis arrivé à une conclusion différente. Arthur. C'est intéressant parce que j'ai eu le même problème au même endroit, qui est vraiment un moment où le personnage fait une action et je lui dis mais pourquoi il fait ça, et avec ce simple truc de s'il ne le faisait pas, pas de film. Moi, il y a un moment où du coup ma suspension d'incrédulité elle disparaît, mais malgré tout je m'accroche à l'histoire et j'ai bien fait de m'y accrocher parce que la fin me rétame la gueule très très fort. Il y a quand même un truc malgré tout, c'est que moi je l'ai vu vraiment en projection presse en amont. Je crois que je l'ai vu le premier de la table et le premier, oui. Et je vous en avais parlé en me disant putain, il y a un truc qui me chiffonne, mais je comprends pas parce que j'ai l'impression que c'est moi qui passe à côté du film. Et Sophie l'a vu et m'a donné son point de vue et j'ai fait c'est intéressant. Puis Simon l'a vu et m'a donné son point de vue et ils étaient deux contre moi. Et on t'a dit que si tu changeais pas d'avis, tu dégageais. Donc. Non mais je le dis parce que c'est intéressant de le dire. On a tendance, quand on est critique, quand on est très cinéphile, cinéphage, à se dire qu'un avis, c'est un avis tranché qui ne change pas. Le fait est qu'en écoutant les arguments de Simon et Sophie, en fait, j'ai évolué sur la question. Je n'ai pas eu l'occasion de revoir le film, mais je suis persuadé qu'en le revoyant, cette scène me chiffonnerait moins, tout simplement parce qu'il y a une explication, j'allais dire rationnelle, c'est pas vraiment le bon terme. Il y a une explication qui explique un peu tout le propos et toute la démarche de Legrand dans ce qui, moi, m'a bloqué. Je suis désolé, c'est hyper abstrait parce qu'on veut pas spoiler, mais disons que moi je l'ai vraiment pris comme un obstacle alors qu'en fait j'aurais pu le prendre autrement, à savoir comme en fait un événement logique, et du coup j'ai l'impression de me cristalliser sur un petit truc alors qu'en fait moi je me suis pris dans la tronche un film comme on n'en fait pas souvent en France. C'est vraiment quelque chose dont je suis très friand, moi, les films à la c'est pas exactement la même chose mais vous allez comprendre l'idée, à la Prisoners de Denis Villeneuve. Ces espèces de films très noirs, très sombres, qui sont pas vraiment dans du thriller mais qui ont quand même une espèce qui sont des drames un peu sur le fin fond de l'humanité, de ce qu'on peut faire de plus crasse-pouille, etc. J'ai pas l'habitude de voir ça en France. J'ai pas l'habitude de voir ça de manière aussi fine, et surtout
je commence à avoir ce petit tic qui m'agace de me la jouer comme Sophie et de deviner les films dès le début. Et il y a plusieurs moments où j'ai fait ouais, il va se passer ça. Ah ouais, non. Et je vais rien dire, mais il y a pour moi un double plot twist final. Ouais. Que je n'avais pas du tout venir et qui m'ont rétamé la gueule et qui sont en plus d'être une vraie surprise scénaristique d'un point de vue de la mise en scène qui est complètement dingue. Mais complètement dingue. Et cette scène-là, quand Sophie nous a demandé quelle question on voulait poser à Legrand, moi je lui ai juste dit demande-lui comment il a fait cette scène parce que je trouve ça incroyable. C'est une scène où juste le personnage principal va avoir une même action qui va durer. Franchement, 7 minutes. J'ai chronométré. C'est tellement long et c'est tellement bien joué et c'est c'est tellement bien filmé. C'est moins une action qu'une émotion d'ailleurs. Et c'est filmé un peu, j'avais l'impression que c'était vraiment un plan fixe légèrement zoomé petit à petit pendant c'est si long, c'est si insupportable et en même temps ça raconte tellement de choses. Enfin, non, moi je trouve que le film est brillant malgré ce petit truc. En fait, qu'on révélera à la fin du passage. Mais j'aimerais entendre Sophie qu'on fasse un premier tour de table complet parce que Sophie n'a pas le même point de vue. Sophie. Oui, moi j'ai pas du tout le même point de vue, mais je pense qu'on a le même avec Simon. Comme tu l'as dit, Simon, Xavier Legrand, il vient du théâtre et il a une formation extrêmement classique et on sent qu'il est très inspiré des grands drames mythologiques. D'ailleurs, quand je lui ai posé la question, il a dit mon film, on se pose la question du genre du film. Est-ce qu'il flirte plus avec le genre, l'horreur, le thriller que dans Jusqu'à la garde où il y avait malgré tout une espèce de propos social qui se tordait de plus en plus et qui en faisait un film hybride absolument fascinant. Là, en plus d'être un film beaucoup plus proche d'un film de genre, c'est avant tout, il l'a dit, un drame. Et un drame dans le sens, j'ai envie de dire presque, moi le film je le compare un peu à Oedipe, c'est-à-dire que le personnage a conscience de la voie qu'il n'a pas voulu prendre, mais malgré tout, sa destinée, une espèce de fatalité le rattrape et il essaye sans cesse de contourner ça. Et je trouve qu'en termes d'écriture, c'est hyper fin et je trouve que le fait qu'il vienne nous piquer avec cette action en disant « toi, tu ne l'aurais pas fait, mais ce personnage-là, il est obligé de le faire ». Cette action, c'est dans sa destinée, c'est dans sa trajectoire. Et je trouve que ça, c'est absolument brillant. Il faut savoir, on ne l'a pas précisé, Xavier Legrand, quand il a fait son premier cours Avant que de tout perdre, il l'avait programmé dans une trilogie autour du patriarcat et de la violence masculine. Et il a dit qu'en effet Jusqu'à la garde était un point et qu'en fait celui-là était un deuxième et que peut-être qu'il y aurait un troisième point à cette trilogie. Faut préciser juste Sophie que Avant de tout perdre est le prequel de Jusqu'à la garde. C'est ce qui se passe juste avant. C'est ça. Avec Léa Drucker déjà. Il y a déjà Léa Drucker et Denis Ménochet. Oui. Et en fait c'est juste Léa Drucker qui essaye d'échapper au personnage de Denis Ménochet et tout se passe dans le supermarché où elle travaille. Et donc ça c'était le préquel. Il n'avait pas forcément prévu à ce moment-là de faire le long puis ensuite. Mais en fait il avait envie de faire 3 courts-métrages sur le patriarcat et sur la violence masculine. Et là, il dit, et je le cite du dossier de presse, que là, il parle de la violence des hommes et notamment de cette... il veut travailler, et je le cite, les axiomes qui est de père en fils, tel père, tel fils, au nom du père, du fils, et en fait, qui restent gravés dans nos mentalités. Donc, en fait, il a envie de parler de cette espèce d'hérédité, de cette génétique. C'est un truc qu'il va travailler. Donc, pour moi, cette question, ce twist qu'on a tous du mal à voir, c'est... Oui, pour nous, ça nous semble absurde en tant que spectateur, mais en tant que personnage, il est obligé. Il y a une forme de fatalité. Et je trouve que c'est hyper intéressant de nous lancer la balle en mode « toi, tu le vois », mais pourtant, la plupart des gens ne le voient pas. Parce qu'il y a cette espèce de poids sociétal qui enferme tellement les gens que ça vient un petit peu verrouiller les actions possibles et le champ des possibles. Et je trouve que moi, pour l'instant, c'est mon numéro 1 de l'année. Je le trouve absolument fascinant. Alors, moi, je suis le point de vue divergent un peu de l'équipe ce soir parce que moi, je tiens Jusqu'à la garde pour un film parfait. Vraiment, c'est un film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'était mon top 1 de l'année où il est sorti, 2017, ouais. Ça. Pour moi, je suis sorti Jusqu'à la garde vraiment avec j'avais plus de souffle, avec un uppercut. Je me souviens d'ailleurs de mon collègue Frédéric Mercier, qui est sorti de là, c'est à l'époque où je travaillais pour Le Cercle, et qui a eu cette réflexion, parce qu'on était silencieux en train de fumer à l'extérieur à l'époque où je fumais encore, et où Frédéric dit « c'est pour ça qu'on va au cinéma ». Et je pouvais pas trouver mieux que ça. C'est pour ça qu'on va au cinéma, c'est pour voir ça. Et Jusqu'à la garde, bon voilà, vous le connaissez, je vais pas revenir sur le film, incroyable dans la narration, dans la mise en scène, et j'insiste là-dessus, la mise en scène de Jusqu'à la garde est indéfectiblement puissante, plan par plan, elle regorge d'idées à chaque plan. La façon dont il cadre Denis Ménochet, la façon, le top shot dans la baignoire, la façon dont il filme le gamin, les plans séquences, tous les plans sont signifiants, tous les plans sont travaillés. Et j'en arrive au successeur parce que déjà là, moi, je ne retrouve pas tout à fait mes petits. C'est-à-dire qu'il y a quelques idées de mise en scène, mais je trouve que malheureusement, le programme et son programme et l'ambition qui est la sienne, et que je reconnais, je ne trouve pas que ce soit un mauvais film, du tout.
Mais je trouve que son ambition l'écrase complètement, l'écrase au détriment de la mise en scène, d'une certaine manière, parce que, à part quelques plans, je trouve que cette mise en scène est assez sobre, assez discrète, voire parfois relativement neutre. Il y a des idées. Non, mais je veux dire, je compare, entendez-moi bien, je compare à Jusqu'à la garde. Et je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je vais voir ce film en ayant envie de l'aimer, absolument. Parce que je trouve que Xavier Legrand est un grand réalisateur. J'ai pu l'interviewer aussi. C'est un mec passionnant, c'est un mec qui réfléchit ses films, etc. Malheureusement, je trouve qu'il y a plein de petits dysfonctionnements qui s'accumulent jusqu'à ce pivot qui fait que mon problème, ça n'est pas seulement que, effectivement, j'y repense après, comme vous toutes et tous. Je me dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film ? Est-ce que ce pivot, finalement, je peux l'effacer ? Je peux en effacer les gros tours, je peux en effacer les aspérités parce que j'ai envie d'aimer ce film. Le problème, c'est que la réalité, c'est que dans la salle de cinéma, pendant une demi-heure, je me dis, mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que je suis en train de regarder ça ? Parce que ça n'a pas de sens. Et que le film essaye tellement dans une première partie, qui d'ailleurs, ensuite, après réflexion, est un peu longue, un peu explicative, un peu épaisse, de vous dire voilà pourquoi il va faire ce choix-là, parce qu'il est anxieux, parce qu'il est obsédé par son hérédité inconnue, parce que, donc du coup, tout est censé l'amener à faire ce choix qui est un choix qui est contestable, discutable ou invraisemblable selon l'endroit dont on se situe. Sauf que malgré ces efforts un peu poussifs, qui vont pas d'ailleurs amener à grand-chose de plus que d'essayer de tenter de justifier ce choix-là, et ben ce choix-là, malgré tout, on n'y croit pas. Ensuite, le film a plein de qualités. Je trouve que dans ce que tu disais, dans sa description du patriarcat, ces notions d'hérédité, etc., je trouve ça passionnant, mais malgré tout, je trouve que les mécaniques coincent, que la mise en scène se fait un peu timide, et que, bien, par rapport à l'objet parfait qui était Jusqu'à la garde, je sors de là et je reste malgré tout sur ma faim, même si je reconnais au film de nombreuses qualités. Eh bien, je ne peux pas et je n'arrive pas à lui excuser ce passage en force scénaristique qui, moi, m'empêche complètement de profiter du film et de l'accompagner jusqu'au bout, quel que soit le talent de Marc-André Gondrin, quelle que soit la puissance, la volonté, le double climax de la fin. Et ben, je sors de là en me disant, je me suis un peu fait avoir et je me suis un peu fait vendre trop cher l'entrée. Voilà. On peut continuer si vous voulez. Vous savez quoi, je vais redire. J'ai trouvé ça et je trouve c'est super parce que Frédéric Mercier, dont je vous parlais tout à l'heure, il a écrit un truc que je trouve qui colle exactement une fois de plus à ce que je pense. Il a écrit « Ce n'est peut-être pas un bon film, mais assurément l'œuvre douloureuse d'un artiste qui cherche ses moyens d'expression. » Je suis absolument d'accord avec ça. Waouh, c'est dur. Hein. Votre fils est différent. Non, mais moi, pour le coup, je suis pas d'accord. Je voudrais peut-être pour parler un petit peu de la construction du film et de ce point d'achoppement que on est nombreux à avoir autour de la table, et puis que beaucoup de nos consoeurs et confrères ont également. Soyons transparents. Il faut parler un petit peu, à mon avis, de ce que c'est que la tragédie. Parce que c'est un mot qui est, à raison, souvent invoqué quand on parle du film, mais finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui lisent ou qui ont lu de la tragédie. Alors, c'est quoi la tragédie dans la tradition française ? Il y a deux grandes écoles, grosso modo, je vais être très rapide, rassurez-vous, mais pour vous donner une idée, il y a Corneille, où la construction narrative, c'est un empilement à une succession d'actions qui vont rebattre les cartes en permanence, et il y a la tragédie racinienne. L'école racinienne, c'est celle dans laquelle s'inscrit Legrand avec Jusqu'à la garde. Qu'est-ce que c'est l'école racinienne ? Il y a une situation qui préexiste au début du récit. Ici, dans le film de Xavier Legrand, ce serait cet homme qui a quitté le Québec pour vivre en France, s'établir dans la mode, et qui est déjà là depuis longtemps, qui va arriver au moment de sa consécration, et donc les lignes de tension du récit préexistent à son début. Et puis, à un moment, dans la tragédie racinienne, il y a un acte, qui n'est pas forcément un acte qui nous semble logique, pas forcément un acte avec lequel on est d'accord, pas forcément un acte qui nous semble moral, mais qu'il est impensable de ne pas faire ou commettre pour le protagoniste, qui va enclencher le pourrissement de tout ce qui est en train de pourrir depuis longtemps. Le pourrissement accéléré, pourrait-on dire. Enfin, l'explosion finale. Et ici, c'est ce geste qu'on ne va pas révéler, une découverte que fait notre protagoniste au sujet de son paternel, qui va le renvoyer à lui-même, le renvoyer à tout ce qu'il a pu vouloir laisser derrière lui. Et là où je trouve que c'est très intéressant de reprendre justement cette structure de tragédie, c'est qu'elle nous questionne toujours sur « et moi, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Donc moi, ça ne me sort pas du film, ça me fait rentrer dedans. D'autant plus qu'il accole ça à une thématique que je trouve passionnante, qui est toute simple, qui est, je veux dire, vieille comme l'humanité, qui est universelle, mais qui est passionnante, c'est une autre forme de tragédie, on va dire, plus psychologique ou humaine. Y a-t-il quelque chose de plus terrible que de constater que c'est toujours ce à quoi on veut échapper, enfin, qu'on devient toujours ce à quoi on veut échapper. Ça vaut pour nos parents, ça vaut éventuellement même pour notre rapport, je veux dire, à la politique, à l'esthétique. Enfin, en gros, je deviens ce que je fuis. Ce qui est
toute l'angoisse, toute l'équation insoluble à laquelle fait face le personnage. Et du coup, pour moi, tout ça est parfaitement cohérent. Et ce qui, toi, te fait sortir du film, au contraire, moi, ça ne m'y fait rentrer que plus fort. Et vraiment, je trouve que là-dessus, il est très audacieux parce qu'effectivement, il joue avec notre empathie, avec il me semble, à la fois une grande érudition et en même temps une crudité, une frontalité qui est assez dingue. Et tu vois, tu disais, il y a peu de mise en scène. Elle est très froide, mais tu vois, typiquement, cette séquence qui est au tout début du film, hein, c'est pas un spoil, puis je veux pas vous dire quel est l'objet de la conversation, où notre ami, le protagoniste, interprété par Grondin, téléphone à sa mère. Et où, en quelques répliques, on va découvrir quel a été le parcours de sa mère depuis qu'elle a quitté son père, quels sont les rapports intrafamiliaux et leur violence interne. Ça, c'est plus de l'écriture. Tu peux pas dire que ça, c'est de l'écriture, ça n'a rien à voir avec de la mise en scène. Non, c'est pas vrai. C'est même pas un chant contre chant, c'est juste une discussion téléphonique où elle est à Miami et il est à Paris. Paris. Non, pour que ça te soit transmis. Aucun intérêt de mise en scène là-dedans. C'est pas vrai. Rien. Pour que ça te soit transmis avec autant de puissance et d'évidence et d'impact, t'as le choix des décors, de la lumière, de ce type qui est dans cet appartement feutré parisien, plein de dorures, de cette femme qui nous apparaît d'abord, on sait pas, est-ce qu'elle est dans un hôtel, dans un resort, dans un spa, chez elle, et la manière dont justement il mélange deux formes de vulgarité et de crudité, c'est de la mise en scène. On peut parler de plein de formes de mise en scène, on peut parler de plein de plans, etc. Mais enfin, franchement, l'exemple que tu prends, à mon avis, ça marche. Enfin, si tu veux, dans les 3-4 premières séquences, la manière qu'a le film de te dire que une des spécificités, des particularités du protagoniste, c'est qu'il est dans un métier où il objective les femmes. Où son métier c'est d'objectiver les femmes, voire les réifier, c'est-à-dire les transformer en choses, et quand tu transformes quelque chose en chose, des objets, on peut s'en débarrasser. Tu vois, typiquement avoir une discussion de couverture, ça, je trouve que en termes de manière de poser ses pions, poser ses fusils de Tchekhov, et comment les mettre en scène, c'est impeccable. Et ça vient faire écho au tout dernier plan, qui est un plan séquence du film. Je ne dis pas que le film n'est pas intelligent, je ne dis pas que le programme n'est pas intéressant, je ne dis pas que les personnages sont mal écrits. J'ai jamais dit ça. Donc je suis globalement d'accord avec tout ce que tu dis. Ça n'empêche que ce que je t'ai dit tient toujours, et là où ça marche pour toi, moi ça me met dehors, et je pense malheureusement que je suis représentatif d'une partie des gens qui vont aller voir ce film et qui vont être sortis par ce problème-là. Mais je vais pas le redire 20 fois, hein, Arthur. En fait, j'ai essayé d'un peu d'analyser moi ce qui m'avait un peu bloqué et pourquoi cet élément-là, à un moment, ça fonctionne pas chez moi, et pourquoi maintenant, avec le recul, je comprends un peu. Et je trouve que l'analyse de la tragédie Racine, c'est vraiment très, très pertinent, Simon. Je disais à Sophie au moment où on a eu notre premier débat, le premier de plusieurs, je lui disais, en fait, j'ai l'impression que Xavier Legrand, c'est quelqu'un qui, comme moi, avec de gros guillemets, parce que je me considère pas du tout à ce niveau-là, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui, comme moi, fait très attention à la justesse des dialogues et à faire en sorte que tout est absolument crédible de A à Z et que tout est assez fin. Ce qu'il se passe, c'est que le protagoniste principal du film est 85% du film seul. Donc, qui dit un personnage seul dit un personnage qui ne communique pas, qui n'explique pas ce qu'il ressent, qui n'explique pas ce qu'il se passe par sa tête. La scène qui, moi, me bloque, c'est une scène où il est, lui, seul. S'il y avait un deuxième protagoniste avec lui, il y aurait un échange, une discussion qui serait sans doute un petit peu cliché, mais qui me permettrait, moi, spectateur, de comprendre pourquoi, à cet instant T, le personnage fait ce choix-là. Or, Legrand est, je pense, quelqu'un qui, comme moi, essaye d'éviter au maximum les dialogues clichés et a préféré concentrer sur le personnage sur vraiment une personnalité qui est seule face à la caméra tout du long. C'est un choix que je comprends, qui moi du coup me provoque ce sentiment-là. Je suis persuadé qu'il aurait inséré un dialogue dessus, ça aurait été beaucoup moins fort. Ouais. J'aurais peut-être mieux compris la suite, mais ça aurait été mais s'il y avait un personnage en miroir pour échanger avec le héros à ce moment-là, le héros ne ferait pas ce qu'il fait. C'est ce que je me dis aussi. Il ne peut faire ça que parce qu'il est seul et qu'il est pris dans son propre piège. En fait, mais c'est surtout que moi, ce que je vais dire est un petit peu extérieur au film parce que vous en avez déjà, Simon, Arthur, Sophie, vous avez plutôt bien saisi mon point de vue sur le film, donc je ne vais pas vous paraphraser. Mais moi, il y a un truc que je trouve intéressant et qui sera certainement à remettre un peu en perspective avec les prochains longs métrages de Xavier Legrand, parce que j'espère qu'il va en faire souvent et beaucoup, c'est que je trouve que le film et vraiment par rapport à Jusqu'à la garde une prise de risque. C'est-à-dire que Jusqu'à la garde était un film qui avait une... Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord du tout. Si vous voulez, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi. Le truc avec Jusqu'à la garde, c'est que c'était quand même un film qui suivait un tracé narratif globalement assez académique, qu'il arrivait à s'approprier très très bien, et c'était très très bien mené, mais on avait quand même l'idée qu'on pose une situation initiale qui est une situation de conflit, et ce conflit ne va avoir de cesse de s'aggraver encore et toujours, jusqu'au point de non-retour, et le point de non-retour, c'est le climax du film. Tout ça est assez linéaire.
déjà c'est pas ce qu'il fait avec le successeur, parce que le successeur, la situation à laquelle on est confronté ne cesse d'être remodelée régulièrement, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se dit bon là on a vraiment creusé, on a creusé le fond, bah non, il restait encore un niveau en dessous et on va y retourner, et il y a une espèce de, j'ai pas envie d'utiliser le mot acharnement parce qu'il est un peu déplacé, mais il y a quand même une aggravation permanente qui fonctionne pas tout à fait comme celle de Jusqu'à la garde, parce que Jusqu'à la garde on comprend très vite où on va. Le successeur, on ne cesse d'être surpris de l'endroit où on va, donc déjà on est sur un schéma narratif qui est pas tout à fait le même. Et en plus, Jusqu'à la garde, c'est un film qui fonctionne sur des principes, sur des rapports de personnages en permanence. On a un conflit entre un mari et une femme, on a les enfants qui sont tiraillés entre les deux, on a la famille qui veut protéger la femme, et puis on a les beaux-parents du mari qui essayent tant bien que mal de canaliser sa violence. On est toujours dans des relations d'échange. Comment est-ce qu'on peut influer sur la situation? Et là, comme tu l'as dit Arthur, on est face à un personnage qui est seul, qui est mutique et qui suit un tracé qui est pour le coup anti-académique, parce qu'en général, quand on a un personnage au cinéma, plus on avance dans le film, plus on le comprend, plus on le connaît, plus on arrive à saisir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Et là, c'est l'inverse. Plus on avance dans le film, moins je sais qui est ce personnage, et moins je comprends ce qui se passe dans sa tête. Parce que je pense que lui non plus ne sait pas. C'est ça. Mais du coup, ça, pour le coup, je trouve ça intéressant. Et donc, pour moi, en ce qui me concerne, c'est une prise de risque, d'autant plus que Jusqu'à la garde est un film qui, pour le coup, narrativement, hyper cohérent. Et là, on a un film qui fait le choix d'une écriture un peu casse-gueule, plus radicale, avec cette décision pivot qui va forcément scinder le public, là où Jusqu'à la garde avait été reçu assez unanimement. Donc je suis curieux de voir comment ce film-là va vieillir dans la carrière de Xavier Legrand, et qu'est-ce qu'on peut potentiellement déduire de sa carrière future à partir de ces deux films-là et de comment ils dialoguent. Moi, je pense qu'il y a plein de rapports entre Jusqu'à la garde et le successeur qu'on a qui sont pas évidents. J'ai revu Jusqu'à la garde pour préparer l'interview, et pareil, j'avais été dans le même état de sidération que Nicolas, j'avais pas pu me lever de mon siège, j'étais complètement mutique, et dans Jusqu'à la garde il y avait un tout petit détail qui me chafouinait un peu, même si je le trouvais parfait et que moi aussi c'était mon numéro 1, c'était que j'avais du mal à comprendre le personnage de la fille, notamment parce qu'elle est hyper mutique, qu'elle fait son choix dans son coin, qu'on a l'impression que c'est une zone narrative en plus, une ligne narrative en plus, et là j'ai l'impression qu'en fait il va prendre ce choix-là narratif de la personne qui va se détacher du noyau familial comme s'il le continuait. Et pareil, il y a autre chose qui est très similaire à Jusqu'à la garde. Xavier Legrand a une notion de gestion de l'espace et de la montée de l'angoisse. C'est-à-dire que pareil, dans l'interview, j'ai pu lui demander, genre, est-ce que cette maison est un espace mental comme l'était l'appartement de Léa Drucker à la fin? Parce que pour moi, c'est cette zone de flou, de conflit, de peur, d'angoisse. Et en fait, la maison, elle a été trouvée telle qu'elle, et il a pu créer toute son angoisse, et il le dit, et c'est pas un spoil, entre guillemets, mais autour d'une porte. Comme ça révèle rien. Et comment le personnage va tourner autour de la porte, comme s'il tournait autour de sa psyché. Comme Léa Drucker, il n'avait pas trouvé l'appart, il a dû le construire pour tout construire autour de cette baignoire, qui devient une espèce de cercle matriciel de protection. Et pour moi, en fait, c'est là, si on cherche un peu, la patte de Legrand, elle est là. C'est pas parce que le film est même complètement différent qu'en fait, il n'a pas repris les forces de son cinéma, la gestion de l'espace, la notion de secret, la notion de patriarcat, et comment cette caméra va s'adapter un peu plus au genre qu'il va filmer. Pour moi, les deux films sont un espèce de tout. Je peux pas dire que j'aime plus l'un ou l'autre. Pour moi, ils sont complémentaires. Et c'est ça qui m'a absolument sidéré. Je voudrais repréciser une chose. Je ne déteste pas ce film. Je trouve que c'est un bon film. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est plutôt un bon film. Il est temps de préciser. T'as refusé le home run. C'est pas vrai. Il le dit. Je l'ai dit plusieurs fois. Je te charrie. Ça va. Si on peut encore avoir des débats ouverts autour de cette table, ou est-ce que vous mettez tout de suite? On peut plus rien dire. Au pilori, c'est ça? Oh là là. On peut plus rien critiquer. Le pilori. Non, pardon. Non, j'aime bien le successeur. Je ne l'aime pas autant que vous, parce que je lui trouve des défauts qui, moi, me laissent encore une fois un petit peu à l'extérieur. J'aimerais juste rebondir sur 2-3 choses. D'une, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alexis quand il dit que Jusqu'à la garde est un film plus académique. Je pense que Jusqu'à la garde est une façon de transformer justement complètement un sujet qui est un sujet de film social français, filmé, refilmé et hyper vu, en quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire une sorte de thriller horrifique. C'est-à-dire que je pense qu'il change complètement les codes narratifs, et ça c'était pour le coup pas du tout académique, mais très innovant. Je suis d'accord avec toi, mais la base l'était avant qu'il la transforme. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi non plus sur le successeur, dans le sens où au contraire le parcours et l'évolution du personnage principal est finalement effectivement à un moment donné un peu brouillé, mais il retombe totalement sur ses pieds comme une artiste gymnaste, en disant à la fin, il est ce pourquoi il est programmé. C'est-à-dire que et le film ne va que dans le sens de cette explication-là. Et d'ailleurs, le plan final de Marc-André Grondin, dont je ne dirai rien, montre tout à fait, me semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris dans son visage, qu'il était
voilà, qu'il n'était plus la personne d'avant, qu'il était devenu cette autre personne qui est le titre du magazine, qui est le successeur. Donc moi je trouve ça, finalement, ce parcours-là narratif, il est effectivement chamboulé. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Encore une fois, j'apprécie, je vais le redire de manière différente, j'apprécie le travail de recherche, j'apprécie la prise de risque dans ce film de Xavier Legrand. Je trouve malgré tout que ces prises de risque-là se font au détriment d'une certaine cohérence et que malheureusement ces accroches, moi, et je vais le redire de la même façon que je l'ai dit au début, je pense que on ne peut pas tordre à ce point-là un scénario uniquement pour le faire coller à son propos tous les traits, tout cinéphilique ou tout littéraire qu'il soit. Je pense que là, il y a une clé de bras qui, moi, me fait mal et m'exclut du film à un moment donné. Et même a posteriori, bien du coup, voilà, je trouve que ça reste une épine dans ma chaussure que je n'arrive pas à enlever, que je n'arrive pas à effacer, en tout cas, avec le temps. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui me rend très curieux, enfin encore plus curieux et désireux que je ne l'étais de découvrir le reste de la carrière de Xavier Legrand. Mais la seule véritable crainte que j'avais concernant son deuxième film, ce soit qu'il s'accole à nouveau à, on va dire, un sujet de société, un sujet à fait divers, et qu'il devienne un petit peu le Stanley Kubrick des bandeaux BFM TV. Parce que pour génial que soit, et je le redis, pour génial que soit Jusqu'à la garde, je pense qu'une partie aussi de notre réception du film était due au fait que la société française à ce moment-là était en train de s'ouvrir et de sentir le sol se dérober sous ses pieds en matière de conceptualisation de la violence et notamment des féminicides, et que donc les qualités gigantesques du film ne faisaient encore que redoubler cette importance-là. Or là, pour le coup, il va dans un pur univers de fiction avec le successeur, un pur univers de cinéma, c'est-à-dire qu'on est, je veux dire, dans un truc qui finalement, qui est pas évident pour 99,99% des spectateurs. Je veux dire, un jeune Québécois devenu patron de l'enfer de la mode qui va retourner au pays pour découvrir... Enfin voilà, il y a peu de liens avec l'actualité, pour ne pas dire aucun. Et du coup, je suis très curieux de voir comment il va évoluer, quel va continuer d'être son rapport au réel et comment il va mélanger ce qui est quand même, on va dire, la transmission et la violence masculine, qui sont a priori quand même des thèmes centraux pour l'instant dans son œuvre. Je suis curieux de voir comment il va continuer de les lier au réel, ou pas. Ça, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il développe. J'ai une toute petite mention pour conclure ce débat qui est long, mais en même temps on est là pour débattre, justement. C'est le but de l'émission, n'est-ce pas ? Non, juste une toute petite mention pour la musique de Sébastien, que j'ai trouvé absolument incroyable de A à Z. Jusqu'à la garde, pas du tout. C'est le successeur de Xavier Legrand avec Marc-André Grondin, Yves Jacques et Blandine Bury. Est-ce que vous êtes plutôt au le fifisation pépère ou non, tu comprends chérie, c'est beaucoup trop Margiela 2018 cette collection. Vous pouvez nous le dire en commentaire. Ok, Loïc Prigent. Et ce n'est pas tout, puisque vous avez certainement constaté, et on vous en a parlé, que vous pouvez entendre Xavier Legrand et Marc-André Grondin répondre aux questions affûtées. Et je ne manque un deuxième adjectif de Sophie. Question pertinente de Sophie. Tout ça, voilà, à côté c'est juste à côté. Regardez, si vous allez, voilà, juste là, voilà, au-dessus, voilà, c'est juste là, ouais, c'est impeccable. Et c'est marrant, ça me fait penser d'ailleurs à une blague, puisqu'on parle de défilé. Je sais pas si vous. Vas-y. Vous connaissez la différence de défilé, tu vois, la différence entre des majorettes et les chevaux. Ah oui, non, c'est la blague préférée de mon père. Ah merde. Je suis désolée. Vas-y. Ouais, les majorettes, elles chient pas pendant qu'elles défilent. Voilà. C'est un scandale. Le niveau des blagues vraiment baisse épisode par épisode. Ouais, c'est le but. Non mais attendez, moi j'ai grandi à Cône-sur-Loire, j'en ai vu des comices agricoles, elle est très bien cette blague. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.